Bonjour à tous. Je m'appelle Hélène Jurier, je suis la directrice marketing chez Customs Bridge et aujourd'hui je suis accompagnée de ma fidèle acolyte des podcasts et des autres webinaires, Sylvie Mixarek, qui est experte en réglementation douanière chez Customs Bridge, qui se trouve juste à côté de moi. Donc on est ravis aujourd'hui de vous accueillir assez nombreux. Il faut dire qu'on a eu quand même pas mal de succès avec ce webinaire pour vous parler de douane et surtout pour parler de classification douanière des chaussures et des vêtements. Donc, vous le savez, euh, la classification douanière, c'est une étape clé dans la stratégie d'import-export. Elle est souvent considérée comme complexe et à juste titre, d'ailleurs. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va vous donner des petites astuces et surtout des informations assez, euh, assez intéressantes et très pertinentes pour vous aider justement à la maîtriser et qu'elle soit plus simple pour vous au quotidien. Alors, en 2022, pour la petite histoire, en 2022, on avait déjà réalisé un webinaire sur la classification des vêtements essentiels. On avait d'ailleurs édité un livre blanc à ce sujet. Donc là, c'est un peu la prolongation de ce sujet-là. On rentre plus en détail et cette fois-ci, on va vraiment parler plutôt de la chaussure. Et évidemment, on va reparler des vêtements. Mais sur le livre blanc, à l'issue du webinaire, vous recevrez le livre blanc dans lequel il y a vraiment tous les détails et toutes les spécificités techniques et les descriptions des vêtements, des chaussures et également des accessoires. On n'a qu'une heure, donc on a dû faire des choix malheureusement. Mais si vous êtes intéressé, ça peut être aussi l'objet d'un webinar avant la fin de l'année, refaire un webinar sur les vêtements spécifiques et d'ailleurs sur si vous avez des idées sur des catégories de vêtements, par exemple, ça peut très bien faire l'objet d'un prochain webinar. Voilà pour l'introduction. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On n'hésitera pas à y répondre. Alors soit au fil de la présentation, soit à la fin. Et dans tous les cas, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, avec Sylvie, on se prendra un moment pour y répondre à l'écrit et mettre toutes ces questions et ces réponses dans le support qui vous sera envoyé demain ou au plus tard lundi. Voilà. Donc vous ne serez pas laissé seul face à vos questions. Alors, pour aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, on va aborder les différentes questions à se poser avant de classer son produit. Donc, produit qu'il soit vêtements, chaussures ou accessoires. Ensuite, on se focalisera essentiellement sur les chaussures et sur les éléments qui composent ce produit-là. On terminera par un petit jeu de classification avec quelques erreurs à ne pas commettre et des petites astuces pour bien classer votre produit. Et on finira en beauté avec la présentation de notre super outil Okiduty, qui est votre d'aide à la classification douanière et bien d'autres choses encore. Alors, donc pour commencer, vous savez, pour bien classer sa marchandise, la plupart des vêtements se trouvent dans deux chapitres, le 61 et le 62, donc qui séparent les articles en bonneterie, c'est-à-dire les articles qui sont tricotés, et les articles qui sont en chaîne et trame, donc tissés. Donc même s'il n'y a que deux chapitres qui sont concernés par les vêtements, pour pas se tromper dans la classification, il est quand même essentiel de bien vérifier certains attributs spécifiques aux vêtements, c'est-à-dire les matériaux, le type de couture par exemple, ou d'autres détails qu'on vous expliquera tout à l'heure, notamment est-ce qu'il y a un col, est-ce qu'il y a des ouvertures, est-ce que c'est pour femmes, pour hommes, etc. Il y a beaucoup de questions à se poser et justement ça fera l'objet de la prochaine slide. Concernant les chaussures, là on n'a qu'un seul chapitre, le chapitre 64. Donc ici les critères de classification sont aussi complexes, peut-être un peu moins que pour les vêtements, mais bon, il faut quand même se poser des questions pour pas se tromper, notamment les matériaux utilisés pour la semelle, par exemple, ou pour le dessus de la chaussure. Et il faut aussi se poser la question de son utilisation, si c'est pour la ville, pour le sport, etc. Tout ça, ça rentre en compte pour bien classer votre produit. Donc vous le voyez, ça peut paraître très très simple parce qu'il n'y a que 3 chapitres qui sont concernés pour les vêtements et les chaussures, et pourtant vous ne savez rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait ces webinaires. Donc comme je disais, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc là, c'est la slide qui va vraiment parler des questions à se poser concernant les vêtements. Donc quelles sont les matières qui composent mon produit? Quel est le poids des matières? Donc c'est-à-dire le pourcentage si un produit est fait en plusieurs matières. Quelle est sa présentation? Est-ce qu'il y a un lien de resserrage? Où est-ce qu'il se situe?
Quel est le type de lien? Est-ce que c'est un élastique, un bord-coton, etc. Est-ce qu'il y a des poches? Et ça, c'est très important. Est-ce qu'elles sont situées plutôt en haut du vêtement, en bas du vêtement? Est-ce qu'elles ferment le vêtement? Est-ce que les poches se ferment? Est-ce qu'il y a des doublures? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Le col, évidemment, c'est très important. Est-ce que c'est un ensemble, donc avec plusieurs produits? Quelle est la longueur du produit? Tout ça, ça va identifier certains critères qui vont permettre de classifier dans l'un ou l'autre chapitre et dans des sous-positions différentes. Alors, si on va prendre donc les articles de la chaussure, donc c'est la même chose, hein, des questions à se poser. Donc, quel est le type de chaussure? Quelle est son utilité? Est-ce une chaussure pour la ville? Est-ce une chaussure de sport? Quelle est la matière du dessus et la matière de la semelle, donc du dessous? La chaussure comporte-t-elle des lanières, des brides? Existe-t-il une semelle extérieure collée, cousue ou autrement fixée? La chaussure comporte-t-elle une coquille de protection? Couvre-t-elle la cheville? Si elle possède un talon, quelle est la hauteur de ce talon? Y a-t-il des accessoires ou des choses qui ornent le produit? Est-ce une chaussure jetable? Bon, voilà. Alors, vous vous dites, toutes ces questions, c'est fou, quoi. Ben non, parce qu'il faut vraiment veiller à identifier les caractéristiques de votre produit en partant du principe que celles-ci sont primordiales, alors que pour vous, sur un plan commercial, elles apparaissent secondaires. Et de toute façon, si avec toutes ces questions, vous ne retrouvez pas la nomenclature douanière, qui reste importante puisque il y a, comme vous le savez, des droits derrière, et que vous faites une demande de ce qu'on appelle de RTC, renseignement tarifaire contraignant, eh bien, toutes ces réponses seront, enfin toutes ces questions et réponses données donc aux douanes restent importantes parce que vous n'aurez pas un retour de classement et d'abord rapide parce qu'il manquera toujours des éléments et fiables. Alors, sur les accessoires, c'est pareil. Est-ce un bandeau? Si oui, quel est le type? Est-il tricoté? Est-ce un foulard? Est-ce que le foulard, il est tourlé ou est-ce qu'il est roulé? Quelle est sa taille de foulard? Est-ce qu'il y a une ceinture? Quelle est la composition? Est-ce que la ceinture, elle est intégrée dans le vêtement? Est-ce un gant? Qui va utiliser le gant? Quelle est sa matière? Quelle est la partie travaillante du gant, par exemple? Est-ce un gant d'habillement ou un gant de travail? Est-ce qu'il est enduit? Alors, l'induction, encore une fois, c'est aussi compliqué. Peut-être rappeler ce que c'est l'induction. Alors, on va le dire au fur et à mesure du déploiement du slide. Oui, et effectivement, il faudra s'y arrêter un petit peu. Et est-ce qu'il est recouvert de caoutchouc? Est-ce que c'est de la matière plastique, etc. Et l'accessoire était, comme je le disais précédemment, destiné à un adulte ou un enfant. Alors, vous l'avez vu, il y a beaucoup de questions à se poser. Et donc, notamment, là, on revient sur la chaussure. Une des choses qui va permettre d'identifier le bon code douanier pour la chaussure, c'est la matière du dessus de la chaussure et la matière de la semelle. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça comme critère. On vous a mis quelques exemples de matières les plus communes, hein. Le caoutchouc, certains cuirs ou reconstitution de peau, des matières à tresser, des différents plastiques, textiles, du bois par exemple. Mais il y a bien d'autres. Il y a peut-être une question? Ou c'est quelqu'un qui a peut-être oublié d'éteindre son micro. Oui. Donc vous allez me dire, c'est très bien de savoir toutes ces matières, mais par contre, si on ne sait pas ce que ça veut dire le dessus de la chaussure, ça va pas nous servir à grand-chose. Donc là, on va vous expliquer maintenant les éléments qui composent la chaussure, les différents éléments, pour bien comprendre de quoi on parle. Alors effectivement, Hélène, pour classer une chaussure, il faut quasiment presque la décortiquer. Donc il faut connaître parfaitement les éléments qui la composent et leur signification. Donc on vous a mis exprès parce qu'on trouve des mots comme outsole, etc. Vous verrez en déployant la slide que vous retrouvez sur les factures de fournisseurs. Donc c'est quoi? Eh bien, il y a le semelage, c'est l'ensemble des parties composant la semelle de la chaussure
et elle est déterminée par la surface par la surface qui est en contact avec le sol, et donc la majeure partie qui est en contact avec le sol. Et on fait abstraction des accessoires, barrettes, clous, etc. Et vous verrez par la suite également que c'est pas si évident que ça. Le contrefort, lui, c'est un renfort, donc souvent placé à l'arrière et qui fait office de maintien. Alors, pourquoi on parle du renfort? Vous le verrez dans la slide suivante. Il a également son importance pour trouver justement la matière constitutive du dessus d'une chaussure. Ensuite, la tige, la tige, c'est le langage employé pour les douanes. Et donc, c'est un ensemble des éléments qui forment le dessus de la chaussure. Et le dessus, qu'est-ce que c'est le dessus? C'est la partie de la chaussure qui couvre aussi bien les côtés, le dessus du pied, et qui peut aussi couvrir la jambe, dans le cas d'une botte, par exemple. Elle descend jusqu'à la semelle à laquelle cette tige est fixée. Et elle peut également être insérée dans la semelle, c'est-à-dire que ça fait un ensemble, par exemple, comme une botte caoutchouc, par exemple. Alors, les éléments qui composent la chaussure, il y en a d'autres également. Alors, vous avez la languette, c'est les pièces disposées sur le cou de pied. Vous avez le bout, donc ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'extrémité donc de la tige, et c'est important parce que quand vous recherchez, parfois on vous demande s'il y a une coquille de protection, et c'est là qu'on la trouve. Vous avez aussi la semelle de propreté, donc le insole, et là c'est l'ensemble des éléments qui forment le dessus de la chaussure. Et vous avez la doublure, donc c'est à l'intérieur, il peut y avoir du rembourrage, il peut y avoir une protection, si c'est vraiment en contact avec le pied lui-même. Alors, que faire lorsque la surface de recouvrement est constituée par plusieurs matières? Alors, on a mis exprès justement une basket parce qu'effectivement, une chaussure de ville, vous allez voir, c'est un dessus cuir, et une semelle, je dis n'importe quoi, synthétique ou caoutchouc. Une pantoufle, c'est pareil, textile, dessous, caoutchouc ou textile. Mais une basket, c'est pas si évident que ça. Et malheureusement, et ça, c'est la difficulté, la basket, on est obligé de la décortiquer. Donc, la surface de recouvrement extérieur la plus importante, on a dit tout à l'heure, déterminer le classement. Donc, les matières constitutives de dessus sont celles qui sont partiellement ou totalement visibles sur la surface extérieure de la chaussure. Les présences d'accessoires, on l'a dit tout à l'heure, elles ne modifient pas le classement. La matière constitutive d'une doublure, normalement, n'influence pas non plus le classement. Alors, on vous a mis un petit schéma qu'Hélène nous a concocté. Donc, on a 3 matières. La partie A, du cuir. La partie B, du textile. Et la partie C, du textile qui est chevauchée entre le cuir et la partie textile. Eh bien, la partie C, on n'en tiendra pas compte pour calculer la surface totale des matières constitutives du dessus. Puisque, comme pour l'habillement, il faut qu'on ait le pourcentage des matières, s'il y a plus de textile ou s'il y a plus de cuir. Et là, vous vous dites, oui, il y a une partie là qui est là en dessous, qu'est-ce que je fais? Je la prends, elle part en cuir ou elle part en textile? Eh bien non, on la prend pas, on prend vraiment ce qui est visible. Et on a dans la slide suivante les douanes, et vous retrouvez, et je pense qu'il y en a qui le connaissent, un dessin d'une chaussure qui se trouve dans les notes explicatives. Donc, vous allez la retrouver. Vous allez avoir 3 pages dessus qui va tout vous décortiquer. Je vous avouerai que vous allez la lire 3 fois. Donc, nous, avec Hélène, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé pour chaque partie de dire, voilà, là, c'est du cuir, là, c'est du textile, là, c'est nanana, en vous mettant l'explication en dessous. Et tout ça pour vous dire que, un renfort, il y a du cuir au-dessus, est-ce que je prends ou je ne prends pas? Ou bien une doublure, tiens, si je l'enlève, est-ce que je prends ou je ne prends pas? Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous, quand vous voyez la basket sans devoir la décortiquer telle qu'on l'a fait là, peut-être vous allez vous dire, tiens, le dessus, c'est du synthétique. Et pourtant, peut-être pas, parce que j'ai peut-être un peu plus de cuir. Donc là, dans cet exemple qui est donné par les douanes dans les neiges, après avoir calculé le rapport de la surface en pourcentage des empiècements en cuir et en textile, parce que tout dépend de ce qu'on y trouve en dessous, est-ce qu'il y a un renfort, est-ce qu'il y a une doublure, est-ce que je dois la prendre, est-ce que ça chevauche, etc. On constate que 70% des matières sont du textile. Donc, du coup, la chaussure, elle sera classée avec une matière textile sur le dessus. Alors, la semelle.
pareil, vous avez différentes semelles. Donc, vous avez la semelle soudée, donc qui elle est fixée par collage sur la tige montée. Vous avez la semelle vulcanisée injectée, donc la tige et la semelle ont fusionné grâce à une action chauffante. Et vous avez le basique, la semelle cousue, et souvent vous avez la couture qui est visible. Donc c'est souvent des chaussures, mocassins ou des choses comme ça. Elle a cette importance, cette semelle, parce que pour vous, une semelle, c'est une semelle, ok, elle est en contact avec le sol. Est-ce qu'elle, dans le temps, elle résiste facilement? Mais pour certains produits, comme par exemple la pantoufle, eh bien souvent, on a un dessous qui paraît caoutchouc, mais qui a été fondu avec du textile. Alors, est-ce que je prends une semelle textile ou est-ce que je prends une semelle caoutchouc? Parce que là, ce qui joue dedans, c'est les droits de douane. Parce que d'un côté, vous aurez des droits qui seront beaucoup moins forts que de l'autre côté. Et pas facile, j'ai beau prendre un cutter, essayer de gratter, voir si j'arrive à enlever les fils du textile qui sont fondus dans le caoutchouc. Donc moi, dans ces cas-là, je vous invite fortement à essayer d'avoir une vidéo de votre fournisseur qui montre comment la semelle a été fabriquée. Et souvent, donc, c'est une plaque chauffante où vous avez la semelle avec le textile, on presse. Et donc là, tout est mis dessus. Ensuite, théoriquement, ça doit résister à l'usure. Et je vous invite à faire un RTC et de le demander aux douanes en joignant votre vidéo et en disant voilà, telle commande ou tel fournisseur, eh bien mes chaussures, les semelles sont faites comme ça. Et là, vous pourrez prendre la position de classer une semelle, par exemple, en textile parce que vous aurez un RTC et vous serez sûr des droits que vous allez pouvoir prendre dans votre déclaration douanière. C'est clair. Merci. Alors, donc là, on a parlé pas mal des matières. Oui, il y a une question. Oui, je voulais savoir, bonjour, je voulais savoir ce que c'était un RTC. Alors, un RTC, c'est un renseignement tarifaire contraignant, c'est-à-dire qu'une fois que vous essayez de chercher votre nomenclature douanière, vous avez bien lu les notes, SH, notes explicatives ou les NESH, les notes de tarif, pardon, et puis vous avez toujours des doutes. Vous dites, moi je suis pas trop sûre, il y a des RTC qui sont aussi, notamment, et vous allez le voir tout à l'heure dans notre site, à disposition pour essayer de vous aider. Eh bien, vous envoyez donc une demande auprès de la douane. Et dans cette demande, donc il y a un formulaire spécifique. Dans cette demande, vous notez tout le descriptif de votre chaussure, donc clairement avec toutes les questions qu'on a vues ensemble. Vous l'envoyez donc à Paris, ça doit être à la SOMIF, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et la douane donc va expertiser, regarder et va vous apporter la nomenclature douanière que vous pourrez attribuer. Et avec cette nomenclature douanière, vous pourrez faire vos déclarations pendant 3 ans avec la nomenclature que les douanes vous auront transmis. Et si vous avez un contrôle, eh bien, je dirais que vous avez une preuve et vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de la douane. Vous avez également la possibilité d'envoyer un échantillon du produit. Voilà. De toute façon, souvent, il est préférable d'envoyer un échantillon. Alors, quand c'est du textile ou de la chaussure, ça va. Maintenant, quand c'est une tente ou bien un produit beaucoup plus lourd, c'est plus compliqué. Mais plus vous serez précis dans les demandes de RTC, plus vous mettrez les choses. Et là, justement, cette vidéo, et moi, personnellement, lorsque je travaillais dans mon entreprise avant, j'avais fait cette petite vidéo par le fournisseur que j'avais envoyé. Et j'étais couverte pendant 3 ans, j'étais tranquille parce que le dessus, je pouvais le prendre vraiment en textile. Donc, je vous invite à pouvoir le faire et je vous donnerai l'adresse où envoyer les demandes de RTC et ça se fait via le site Soprano. Alors, merci beaucoup Sylvie. On a une petite question d'Olivier Wood qui demande s'il est possible de demander une fiche technique reprenant le taux de composition de la semelle. Bien sûr qu'il est possible. Il faut de toute façon, vous avez intérêt d'abord à ce que l'acheteur aille voir la fabrication dans l'usine et vous avez surtout intérêt à avoir une facture, mais malheureusement la facture, elle va pas vous donner tous ces éléments-là. Donc c'est bien à vous, importateur, puisque vous êtes responsable de vos importations, de demander une fiche technique et d'avoir
tous ces éléments-là. Et s'il y a des doutes, ben, c'est ce qui vous permet de vous assurer que vous allez au bon endroit pour classer la nomenclature douanière. Comme pour les origines, c'est pareil, hein. D'autres questions pour l'instant? Merci, merci Henri Pêche, en tout cas, qui nous fait des petites remarques sur les RTC. Ok. Donc oui, on a parlé pas mal de matières, mais on a vu tout au début du webinaire que pour classer son produit, la matière, c'était pas le seul critère. Il y a aussi l'utilisation, et notamment pour les chaussures de sport, parce qu'il existe un classement spécifique pour les chaussures dites destinées à l'activité sportive, chaussures de sport et chaussures à technologie spéciale. Donc, qu'est-ce que c'est des chaussures destinées à l'activité sportive? C'est des articles qui, en raison de leur forme, de leur coupe ou de leur aspect, montrent clairement qu'elles sont conçues spécifiquement pour un sport, et d'ailleurs peut-être même pour un sport en particulier, notamment si on a une semelle antidérapante, ou si on a peut-être une semelle qui absorbe plus les chocs pour certains sports, ou quelque chose d'ultra léger. Bon, il y a plein de critères spécifiques. Donc là, on voit, hein, par exemple, pour la voile, le squash, le tennis de table ou le volley. On a aussi, bon là, on vous a mis les chaussures qui sont destinées par leur taille à être portées par des enfants et des adolescents peuvent aussi entrer dans cette catégorie-là, donc de chaussures destinées à l'activité sportive. Donc ces chaussures-là, donc destinées à la pratique sportive, peuvent aussi parfois être munies d'accessoires, hein, notamment des pointes, des crampons, des barres ou d'autres dispositifs, qu'ils soient fixes ou amovibles d'ailleurs. Ce type de chaussures, quand on voit que ça a été créé spécifiquement pour l'activité sportive et que l'utiliser dans un autre contexte pour la ville, bah, ça va rendre l'utilisation un peu compliquée. Je pense notamment aux patins. Vous ne voyez pas sortir faire des courses en patin. Voilà, donc là, clairement, ça a été conçu, créé pour cette activité sportive. Et dans ces cas-là, ça rentrera dans cette catégorie-là et donc dans ce classement. On vous a mis aussi une petite aparté en dessous. Oui. Donc les chaussures de patinage, chaussures de ski, chaussures de snowboard pour la lutte, chaussures de boxe ou pour le cyclisme, ça rentre aussi dans cette classification-là. Par contre, en fonction de la composition, de comment ça a été créé, comment ça a été conçu, ça peut ne pas rentrer dans cette classification-là. Et ça peut rentrer dans un autre chapitre, notamment celui des jouets. Donc des articles composites qui sont formés de chaussures et de patins, donc patins à glace ou patins à roulettes, pourraient, dans certains cas, être classés dans le 95-06. Comme souvent, on offre à Noël pour nos chers petits, donc ça pourrait aller justement dans des choses de jouets. Donc la remarque de Olivier Henwood sur une fiche descriptive produit reste importante. Oui. Alors, les articles suivants sont exclus, par contre, du chapitre 64. Bon, vous allez vous en douter, puisque je dis qu'une semelle, il faut qu'elle dure dans le temps. Forcément, il y a des articles à jeter qui ne durent pas du tout dans le temps. Les chaussures en matière textile sans semelle extérieure collée. Si, par exemple, je prends l'exemple de notre grand Manu lorsqu'il fait les démonstrations de notre outil avec sa chaussette avec des petits picots en dessous, eh ben, ça, c'est pas une semelle. Les articles en amiante, les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties. Donc, théoriquement, on a imaginé avec Hélène que vous alliez nous poser la question. Donc, allez voir un petit peu ce qui se passe dans le chapitre 90. Et les chaussures, ben justement, on en a parlé précédemment, qui ont un caractère de jouet. Ouais. Excusez-moi, tu peux me permettre, vous avez parlé d'articles en amiante. Est-ce que l'amiante est tolérée ou c'est interdit? Pour moi, c'est interdit, mais après… Ouais, c'est interdit aussi. Pour moi, c'est interdit aussi. Mais il faudrait regarder maintenant au niveau de la chaussure, est-ce que ça rentre dans les interdictions ou pas? Peut-être en fonction du pourcentage. Peut-être en fonction, voilà. Mais
Ça, il faudrait plus, puisque là, c'est amiante de manière générale. Donc, dans la mesure où elle est mise sur un produit chaussure, c'est comme sur des bijoux en nickel qui sont interdits. Bon, bah, s'il y a du nickel, on peut pas le prendre. Donc là, pour une chaussure en amiante, ça pourrait être la même chose. Donc, j'essaierai d'aller un peu plus loin pour regarder, mais effectivement, si c'est interdit pour moi, dès qu'il y a de l'amiante, on met pas, hein, parce que vous avez en tête certainement les amiantes quand on vend une maison et qu'il y a ça sur les toits ou des choses comme ça. Merci Sylvie, on a Laurence Jardin qui lève la main. Je vous Oui, laisse prendre la parole. oui, Laurence. Ah. Voilà. C'est une erreur. Laurence. Bon, Bon, bah, ah, on continue. Donc là, on vous a parlé de plein de choses. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Ou en tout cas, on va pas mal vous aider, hein, vous inquiétez pas. On va vous proposer des petits exemples, des articles à classer et voir si vous avez potentiellement la bonne réponse. Oui, puisque comme le disait Hélène, on a été un peu plus, on a étayé plus la partie chaussures, Oui. puisqu'on l'avait fait ça il y a 2 ans. Mais c'est juste pour faire un petit rappel, justement, ou pour vous sensibiliser et voir s'il y aura besoin de refaire un petit webinaire tel qu'on l'a fait pour la chaussure, un peu plus Oui. poussé sur les vêtements de l'habillement. Sachant que toutes les spécificités techniques, encore une fois, seront rappelées dans le livre blanc. Voilà. Donc, vous aurez la Bible après le webinaire. Alors, donc pour cet article-là, donc vous voyez, c'est un t-shirt qui est en coton avec un soutien-gorge intégré, donc un soutien-gorge muni de bonnet et de baleine, donc qui soutient vraiment, on peut le voir, hein, qui est vraiment intégré et cousu dans le t-shirt. Est-ce que ça, selon vous, ça sera classé en tant que t-shirt ou autre chose? Alors, vas-y, Hélène. Eh bien, dans la mesure où il comprend un soutien-gorge, ça fait office de maintien. Et donc, commercialement parlant, vous vous dites, bah oui, c'est un caraco ou c'est un t-shirt. Eh ben non. Eh bien non, parce qu'à l'intérieur, il y a un soutien-gorge qui est vraiment le soutien-gorge avec la grappe derrière, etc. Vous pouvez retrouver ce genre de choses aussi dans les nuisettes. On a des fois des petites nuisettes. On se dit, bah tiens, on va classer ça en fond de robe ou bien en chemise de nuit. Et malheureusement, vous avez à l'intérieur un soutien-gorge, agrafé à l'arrière, etc. Eh bien, ça ira dans le classement des soutiens-gorge. Alors, avant de passer à votre exemple, on a une petite question de Laurent, justement, qui m'a posé, à savoir, et les tongs et les espadrilles avec des semelles en corde, comment ça se passe? Alors, pour les tongs et les espadrilles avec des semelles en corde, donc l'espadrille, c'est pareil, il faut la décortiquer également comme pour la basket. Il faut regarder s'il y a le téton qui est bien enfoncé dans la semelle et qui sort de l'autre côté. Voilà. Après, en corde ou en, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Semelle en corde. C'est une semelle en corde. Ah, semelle en corde. J'avais noté la corde si elle était prise en compte. Dans ce cas-là, Laurence, on vous l'écrira on complétera parce que je l'ai dans mes notes, mais on va pas perdre trop de temps pour continuer. Pour voir justement si la corde elle est prise parce qu'on avait étayé tout à l'heure. Ça fait partie des matières dont on a parlé. On a parlé des matières, caoutchouc, cuir, textile, matière à tresser. La corde fait partie dedans, mais sur une semelle, je dirais qu'une corde, au fil du temps, à l'usure, vous voyez, donc c'est un petit peu. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin et puis on va noter la question, on vous aiguillera. On va regarder ça et on vous répondra à l'issue. Par contre, faites bien attention pour la tongue, qu'il y a bien le téton qui passe à travers la espadrille. Si c'est une espadrille, il n'y aura pas ça. Non, il n'y aura que la corde qui sera dedans. La corde, on revient par-dessus. Tout à fait. Il y a une autre question? Non, c'est simplement joli qui dit que la corde et la semelle intérieure, souvent la semelle extérieure en plastique. Oui, c'est vrai. Dans l'espadrille. Voilà, si c'est la corde à nu, il n'y aura pas une semelle qui va durer dans le temps par rapport à la règle. Par contre, si effectivement il y a un caoutchouc au-dessus de la corde, c'est pas pareil. Et dans ce cas-là, ça sera dessus textile et dessous caoutchouc ou voilà. Alors, nouvel exemple. Donc là, on voit qu'on a un t-shirt qui est en coton smoke sur le haut, donc un petit élastique sur le haut, pas de resserrage en bas. Donc assez fluide, sans manches ni bretelles. Est-ce que ce top sera considéré comme un t-shirt ou une blouse ou autre chose? Alors, je vois pas les questions s'il y a des gens qui répondent. Ah, si, il y a des réponses? Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, c'est bien. Ah, bravo. Eh ben, c'est bien. Ok.
Alors, on va… La question de Pascal, c'est maille ou tissé. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas volontairement décrit complètement maille tissé, mais effectivement, après, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est en maille ou est-ce que c'est en tissé, pour pouvoir déterminer si je vais dans le 61, qui est la bonneterie, ou dans le 62, qui est le tissé. Hein, si vraiment il fallait classer complètement, je vous aurais mis tous les arguments. C'est plus pour mettre en évidence les précautions sur quoi vous devez faire attention. Donc là, par exemple, ce t-shirt, on se dit, ouais, c'est un t-shirt, etc. Eh bien, on ne pourra pas le classer en t-shirt, ni en blouse, ni en caraco, hein, parce qu'après, il faut reprendre vraiment tout le produit pour pouvoir se diriger. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fait office de deux fonctions. Je peux aussi bien le porter comme un haut, mais je peux aussi le porter comme un bas, une jupe, par exemple. Et donc, du coup, je peux ni le classer là, ni le classer là, et je vais devoir le classer à autre vêtement. Ce sont de l'expérience et des RTC qui étaient revenus pendant ma longue carrière. Alors ici, on a une blouse qui est en tissu synthétique avec une ceinture qui est de la même matière d'ailleurs. Est-ce que dans ce cas-là, je dois classer la ceinture séparément ou est-ce qu'elle se classe avec le vêtement? Pascal qui dit non. Non, on ne classe pas séparément. Camille, pareil. Laurence avec le vêtement. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pourquoi on vous l'a mis? C'est vrai que ça paraît normal, je dirais. Mais on l'a mis exprès parce que, effectivement, si la ceinture, elle fait partie du vêtement, il n'y a pas de souci. C'est le cas, par exemple, des produits pièces à manches, c'est-à-dire les parkas, les manteaux, etc. On a une ceinture avec. Mais on se pose toujours la question, est-ce que je dois la classer, pas la classer? Par contre, vous avez quelquefois des produits qui arrivent avec une ceinture qui peut être en cuir. Et là, c'est peut-être pas le même saut de cloche. Donc, il faut classer, si c'est du cuir, une ceinture, et le produit, si c'est un textile, du textile. Et dans ces cas-là, si vous faites ça, petit conseil, n'oubliez pas de demander à votre fournisseur le prix de la ceinture et le prix de l'article séparé. Parce qu'au moment du déclaratif, quand vous aurez la facture, c'est pas les mêmes taux de droits de douane. Et donc, du coup, vous allez prendre du retard sur votre dédouanement. Alors après, il y a toujours aussi des choses qui se disent, souvent chez l'enfant, on a une petite ceinture parce que si je mets pas cette ceinture, ça tient pas le pantalon. Vous voyez? Donc là, on pourrait, si c'est basique plastique, s'abstenir de classer la ceinture parce qu'elle fait office du maintien du pantalon. Alors, petite question entre deux. Laurence qui nous dit, même si la ceinture en cuir est cousue au vêtement. Bonne question. Si elle est cousue au vêtement, à mon avis, elle fera partie intégrante du vêtement complet. Mais j'ai jamais vu de ceinture vraiment cousue au vêtement, ou alors c'est un petit bout de la ceinture qui est cousu en décoration. Mais je m'y pencherai éventuellement. Mais comme ça, à froid, je dirais que ça fera partie intégrante du vêtement. Elle peut pas. C'est un petit peu comme l'idée des caracos. Vous avez par exemple un caraco et vous avez au-dessus une petite veste. Qu'est-ce que je fais? Je classe la veste et puis le petit caraco. Et là aussi, si par exemple c'est cousu sur les épaules au vêtement qu'on peut pas l'enlever, vous allez classer qu'un seul produit. Par contre, si c'est maintenu par un petit lien, vous allez couper et là vous allez classer par exemple le haut en, je sais pas, en pull, qui est n'importe quoi, et puis le bas, le dessous en t-shirt par exemple. Ça fait un peu le même principe. Si on l'enlève, là, faut y faire attention. Alors ici, on a un pyjama, en tout cas un article pyjama avec un haut en bonneterie, un bas en chaîne et trame, avec deux tailles différentes, donc le haut en taille 38 et le bas en taille 40. Est-ce que cet article sera classé en tant que pyjama? On a des champions de la classification. C'est vrai, c'est bien, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Alors, eh bien, vous verrez dans le livre blanc ou dans ceux qui ont suivi le webinaire il y a 2 ans, un pyjama, il doit être exclusivement ou essentiellement pour la nuit. Eh bien non, là, ça ne sera pas un pyjama. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il est dit aussi? Alors effectivement, on se dit, non, je ne vais pas mettre ça pour aller au bal ou pour aller au travail. Mais là, en plus, malheureusement, on a 2 matières différentes. On a de la bonneterie en haut et on a de la chaîne et trame en bas. S'il y a 2 matières différentes, c'est plus un pyjama. En plus,
vous avez deux tailles différentes. Vous avez une taille 38 en haut, une taille 40 en bas. C'est plus un pyjama. Alors, vous avez un rappel de couleur. OK. Et alors après, vous allez vous dire, je vais classer ça où? Alors, il y en a qui vont dire, oh, je vais les mettre dans un ensemble. Eh bien, attention, parce que les ensembles, il faut vraiment que ça soit fait dans le même tissu. Pareil, tout pareil, couleur, etc., etc. Donc là, c'était vraiment pour mettre en évidence cette histoire de taille, cette histoire de matière. Et je vous avouerai que moi, à chaque fois, je me dis, mais bon sang, dans les douanes, leur langage, le pyjama, ils ont été chercher, qu'est-ce que pour eux un pyjama? Parce qu'on voit beaucoup de pyjamas classés en haut, en bas, notamment chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup de petits pyjamas shorts, par exemple, qui mettent au bord de mer et du coup, qui sont achetés pour la nuit, mais qui peuvent mettre à l'extérieur. Et le douanier, à mon avis, il est resté sur le pyjama de la guerre 14-18, en flanelle avec des gros carreaux, enfin bref, un pigou. Bon, je sais pas si ça se voit encore, peut-être, mais bon, j'avoue que c'est pas. Voilà. En tout cas, ça irait bien avec la saison actuellement. Ouais, qui va arriver, qui va arriver. Alors, nouvel exemple, si on est sur une chemise, un chemisier pour femme en coton, on voit qu'il y a une poche sur la poitrine, donc une poche qui ne se ferme pas, hein. Voilà. Est-ce que c'est considéré comme une blouse, une chemise ou autre chose? Alors, cette poche. On a chemisier qui revient, chemisier, chemise. Bon, c'est bien, parce qu'effectivement, on le fait exprès, parce qu'on dit dans les notes, vous allez voir, pas de poche, etc. Mais bon, la poche ne gêne en aucun cas le classement douanier en chemisier ou en blouse. Mais attention, si par exemple c'est un peu plus long, là, il est court, il est juste à la taille, mais un peu plus long, c'est-à-dire au-dessus de la cuisse, quelquefois on a des petites poches qui sont juste en bas. Là, c'est fini, ça n'ira plus dans une blouse. Donc attention, où est-ce que cette poche est située? Alors, sur cet article-là, donc on est à nouveau sur une chemise pour femme en coton qui comprend sur le bas du produit une sorte de nœud, hein, des bouts à nouer. Est-ce que ça serait considéré comme une chemise, une blouse ou autre chose? Pascal qui me dit. La chemise? Je ne sais pas. Ah. À vous de jouer. Alors, on y va. Chemise, en effet. Eh bien, les parties étendues peuvent être nouées ensemble, mais ne représentent pas un élément resserrant au niveau du bord inférieur. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que des fois, on se dit, oh, il y a un élément resserrant, c'est exclu des blouses ou des chemisiers. Mais là, c'est pas vraiment, il resserre pas. Si je tire dessus, il resserre pas. C'est juste un petit nœud comme une décoration. Donc oui, je peux aller le classer en blouse. D'où l'importance de bien décrire son produit, de bien regarder. Et vous verrez, il y a encore un autre exemple. Oui, parce que s'il y avait eu un élastique, là. Voilà, c'est fini. Ouais. Alors, donc là, on est sur un article femme, type débardeur en coton, avec d'une longueur de 76 cm, donc avec des bretelles fines, ourlées à la base. Est-ce que je considère ça comme une robe, comme une chemise, comme un t-shirt ou autre chose? Alors, donc là, c'est juste simplement pour reprendre un petit peu les choses sur la robe. Et effectivement, une robe ne peut pas, elle doit être portée donc en dessous de la mi-cuisse ou plus. Et ce genre d'article, même s'il paraît un peu plus long, eh bien, il ne pourra pas être porté tout seul. Il n'est pas assez long pour être placé en robe. En plus, on dit, et ça m'a toujours fait rire, que la robe doit être portée de façon décente. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Qu'on ne voit pas la petite culotte, par exemple. On a vu, donc effectivement, là, si elle est debout, cette dame, ou si elle s'assoit, à mon avis, ça va pas le faire. Même si elle est debout, ça va pas le faire. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu une fois une décision de classement, qui est toujours valable d'ailleurs, hein, qui parlait sur la robe transparente. Donc, la robe, elle est noire. Si vous allez la rechercher, cette décision de classement est bien transparente. Et pourtant, on voit tout en dessous. Donc, qu'est-ce que la douane, encore une fois, comme mon pyjama, attend dans l'explication de façon décente? C'est très subjectif. Ouais, faut vraiment les suivre, hein, parfois. Et donc, on avait Sophie Le Fur qui disait que c'était un caraco.
Là, en l'occurrence, moi aussi, je n'ai pas la réponse, j'aimerais bien savoir la réponse. Bah oui, ça ira soit la blouse dans le 61-06, chemisier blouse, voilà. Et caraco, si elle l'entend comme maillot de corps, attention quoi, c'est pas près du corps, c'est quand même large. D'accord, merci. Donc là, Et excuse-moi, et en plus on a un décolleté profond qui descend en dessous de la ligne des aisselles. Donc ça aussi il faut regarder, hein, parce que souvent le décolleté est à prendre en compte également. ici, on est sur une chemise pour homme, pour garçon, comprenant une capuche qui est intégrée au vêtement, donc cousue à la chemise. Est-ce que le fait d'avoir cette capuche-là, est-ce qu'on peut quand même classer ce produit en chemise ou pas? Ah ah, ça se complique. Il y a des réponses? Pour l'instant, personne ne sait. Ah, Mais Julie qui tente le Ah, coup, qui Julie. dit non. pas chemise, ok. Non pour Sophie Griot aussi. Ouais. Le non l'emporte. Ou est-elle doublée? On a une question. Ah, non, elle est simple. Bon, eh ben, on va donner la réponse. Eh ben, c'est pas bien. Quand même, je savais bien que j'allais en avoir quelques-uns. Ben, parce qu'il y a eu un règlement de classement qui dit que cette chemise-là est une chemise de loisir. Et du coup, eh ben, elle reste classée en chemise pour garçonnet. On n'a jamais dit qu'une chemise avait une capuche, pouvait Vous pouvez ne pas avoir de capuche. pouvait ne pas avoir de capuche. Et donc, c'est une décision de classement. Elle a été classée en chemise de loisir garçon. Alors, je crois que c'est le dernier ou avant-dernier exemple. Pyjama. Pyjama, aucun élément d'inconfort. Le haut est un t-shirt avec des manches. Le bas, un short avec un petit lien de resserrage à la taille, en coton, en bonneterie. Est-ce que ce pyjama sera considéré comme un pyjama dans le classement? Alors là, on a la même taille, on Même a la taille, même bonneterie, on a la même couleur, on a tout, quoi. Eh bien, vous les avez bien formés. C'est le oui qui remporte à l'unanimité. Eh ben non. Ah. Eh ben non, c'est pas bien parce que on a dit exclusivement, essentiellement pour la nuit. Alors, c'est pour ça que je vous dis attention avec les pyjamas, notamment chez les enfants surtout, mais même chez les adultes, parce que je vous assure que j'ai fait pas mal d'RTC. J'ai même eu ce genre de produit sur lequel c'était écrit Bonne nuit. Il est revenu classé avec un haut et un bas. Parce que ça, vous pouvez le mettre dehors pour aller faire un petit footing. Vous pouvez le mettre au bord de plage. Il n'est pas là exclusivement, essentiellement pour la nuit. Donc, faites très, très attention. Pour qu'il soit classé en pyjama short, pyjama, il faudrait vraiment, par exemple, que le bas il soit beaucoup plus court, que le haut il serait un petit peu très décolleté, voilà. Donc bon, de toute façon chez les enfants c'est souvent un ou un bas, ça il n'y a pas photo. Mais chez les adultes, faites vraiment très attention et faites des RTC. Oui. Parce que du coup, c'est un t-shirt et un pyjama short encore. Ou un ensemble éventuellement, s'il peut rentrer dans un ensemble. Pas évident, hein? Quoique non, il ne pourrait pas aller dans un ensemble parce que les ensembles excluent le produit du haut s'il est classé en tant que t-shirt. Et là, celui-là, il serait classé en tant que t-shirt au 6109 et les ensembles excluent. Donc, on ne pourrait même pas le mettre en ensemble. On serait obligé de faire un haut et un bas. Alors, avant de passer à la prochaine, on a Laurence et Leïla qui ont levé la main. Si vous voulez prendre la parole, c'est maintenant. Oui, moi, par rapport au tissu du t-shirt et du short, s'il y avait d'autres motifs, genre des petits nounours ou des trucs comme ça, pour montrer que c'est vraiment un pyjama. Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tout dépend du motif qu'il y a dessus. Parce que je vous dis, j'étais surprise. J'avais fait une fois un RTC, c'était écrit Bonne nuit. Et c'est revenu avec un haut et un bas. Ils n'ont pas voulu le prendre en considération. Est-ce qu'il y avait d'autres motifs? Donc maintenant, si c'était tout des petits nounours, tout ça, moi, je ferai un RTC. Ok, merci. Laurent, si vous avez une question, pareil. Non, on enchaîne. Une dernière slide sur les exemples. On vous en donne plusieurs parce qu'on peut passer des heures après à faire des exceptions comme ça. Donc, par exemple, en haut à gauche, est-ce que le haut de ce maillot de bain sera classé comme un maillot de bain? Est-ce que à droite,
le manteau, enfin en tout cas, est-ce que ça sera un parka, un manteau ou un anorak? D'ailleurs, ça, on fait bien la distinction entre les 3 articles, les spécificités techniques dans le livre blanc. En bas à gauche, est-ce que le petit haut du petit bout de chou, est-ce que ça sera un t-shirt, sachant que, je sais pas si vous le voyez très bien, mais sur le côté gauche du col, il y a des pressions, donc une ouverture. On a aussi un petit pirate, donc gentil petit pirate qui est écrit sur le t-shirt. Et en bas à droite, le dernier exemple, on a un t-shirt avec un col Claudine. Est-ce que le fait d'avoir ce col-là ne l'exclut pas de la classification du t-shirt? Est-ce que tu peux nous donner quelques petites réponses? Alors, donc on va donner quelques petites réponses. On a essayé de retrouver vraiment des exemples qui, moi, m'ont à chaque fois marqué ou qui revenaient sans arrêt en disant Hey Sylvie, est-ce que tu peux dire? Donc voilà, donc le maillot de bain, eh ben, effectivement, c'est un maillot de bain, ok. Mais j'ai que le haut, malheureusement. Et comme j'ai que le haut, ben, vous ne pouvez pas le classer en maillot de bain. Vous serez obligé d'aller classer en soutien-gorge si effectivement, bien sûr, on revient toujours comment il est fait, est-ce qu'il y a une fonction de maintien, etc., etc. Parce que parfois, ça peut être une brassière en autre vêtement éventuellement. Ensuite, le petit t-shirt, pourquoi je l'ai mis également? Ben, parce que pareil, il y a une ouverture et l'ouverture, elle est droite sur gauche. Donc, selon les règles, droite sur gauche, c'est un vêtement pour filles. Malheureusement, vous voyez, ou heureusement, je ne sais pas, vous voyez un petit pirate dessus. Et donc, les douanes peuvent bloquer en disant, bah non, c'est un vêtement pour garçon. Eh ben non. Eh ben non, parce que le petit pirate peut être porté par aussi une fille. Il n'est pas forcément porté que par des garçons. Donc, le sens d'ouverture reste droite sur gauche, c'est bien un t-shirt pour filles. Maintenant, et parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais vous l'aurez dans les notes, vous avez beaucoup de vêtements pour des bébés, s'ils n'ont pas une taille supérieure à 86 cm, où il n'y a qu'une seule nomenclature, soit dans le 6109 ou 6211, je ne sais plus exactement, mais qui englobe beaucoup de produits, que ce soit anorak, t-shirt, culotte, machin, etc., qui se classent dans ces nomenclatures-là, à condition que la hauteur de l'enfant ne fait pas au-delà de 86 cm. Sinon, après, ça part, soit garçon, soit fille. Ensuite, le petit t-shirt à côté, là. Alors là, ça a été aussi une bonne question. J'ai un col. Et donc, vous allez voir dans les notes que le t-shirt exclut les cols. Eh ben, faites attention quand vous avez des photos. C'est pour ça que la fiche descriptive est importante ou parfois d'échanger avec votre fournisseur ou de bien connaître la composition de son produit. Pourquoi? Parce que c'est un faux col. C'est un élément décoratif. Et l'élément décoratif n'exclut pas la position du t-shirt. Et au-dessus, oui. Juste, du coup, t'as fini sur Non, je vais finir Alors, ensuite, le parka, le manteau ou l'anorak. Alors, je l'avais mis également parce qu'effectivement, on se dit, oh là là, effectivement, pièce à manche, voilà. Eh bien, ça ne sera pas un caban parce que un caban nécessite une doublure. Donc, à chaque fois, il faut relire les notes et il faut éliminer au fur et à mesure. Ça ne sera pas un anorak parce qu'il n'y a pas de capuche. Et je me dis, bah, tiens, il existe quand même aussi des articles similaires à. Et en article similaire à un anorak, eh ben, il faut qu'il y ait au moins ou une capuche ou une doublure. Et là, il n'y a ni capuche ni doublure. Donc, c'est vrai que on n'a pas mis volontairement complètement le descriptif. C'est pour essayer de vous donner des arguments complémentaires. Et comme il n'y a pas de fermeture, enfin, comme il y a une fermeture éclair, ça ne peut pas non plus être une veste, par exemple. Donc, du coup, ce genre d'article aussi à prendre. Après, vous prenez toutes les précautions, mais il faut éliminer chaque élément de note pour arriver à avoir vraiment la conception de votre produit et la nomenclature douanière. La question? Alors, on a plusieurs. On va commencer par Corinne, qui revient sur justement façon de parler t-shirt rose avec un pirate, qui demande si justement s'il y a une ouverture, nous ne devons pas la classer en chemise. Ça sera classé effectivement plus en t-shirt puisqu'il y a une ouverture, c'est exclu. Et effectivement, ça partira chemisette pour femme puisque c'est ouverture droite sur gauche. C'est pour montrer qu'il y a une ouverture, ça peut plus être un t-shirt. Donc après, il faut rechercher. Et en plus, pour montrer que c'est pas parce qu'il y a un petit tirage que je vais aller le classer en chemise pour garçonner puisque mon ouverture est droite sur gauche. Très bien, merci. On a Olivier aussi d'abord, tu avais une question? Oui, s'il y avait une petite sirène sur la chemise, malgré l'ouverture qui donne la tendance pour fille, pardon, oui, pour homme, non, je suis en train de me mélanger. S'il y avait une petite sirène,
Est-ce que malgré tout, la petite sirène ferait changer le classement ou on reste toujours sur la décision d'ouverture droite-gauche? Toujours les règles 1 à 6 disent bien, la première des règles, que droite sur gauche en ouverture, qu'elle soit devant le côté, derrière, etc., c'est pour filles. Et l'ouverture gauche sur droite, c'est pour garçons. Après, attention au motif, il faut vraiment que la fille ne le portera jamais. Tu vois? Donc, D'accord, ok. c'est vraiment Donc, les ouais, règles de classement. Ah oui, qui dit mais donc ça droite-gauche. peut faire changer. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. C'est Si je comme, suis un beau c'est petit comme garçon, enfin, tu vois, s'il y a une écriture. Ah oui, oui, non, non, mais voilà, il faut. Alors après, en cas de doute, c'est toujours le RTC, hein, mais faut vraiment suivre d'abord les règles de classement. Le dessin, attention, ça peut prêter à confusion. C'est comme Olivier, je suis acheteur homme, je commande des pulls pour hommes. Il y a un ras de cou et je suis en acheteur homme. Je vais classer mon pull en homme ou en femme? Eh ben, il va être classé en femme parce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout, c'est la femme qui est prioritaire. J'ai des jeans, tu as plein de mecs qui portent des jeans avec une ouverture droite sur gauche et pourtant c'est un jean fille et il a été classé douanièrement parlant en fille. Ouais. Très bien, merci. De rien. Laurence, de même, vous avez levé la main. Vous pouvez aussi écrire si vous n'arrivez pas à remettre le micro. Ah, Ouais, je reviens sur ton histoire de. Non, mais Ah, non, non, mais j'ai les questions dans le chat, c'était très bien. Voilà. Ah, ok. C'est super. Bon, voilà. Vous dire qu'il faut prendre vraiment les précautions, d'avoir vraiment la conception complète de votre produit, de savoir, voilà, un col, est-ce qu'il fait bien tout le tour? Les manches, attention aux emmanchures. On a aussi, il y a des petits graphiques qui existent pour montrer ce que c'est qu'un t-shirt et parfois on est étonné. Vous voyez des petits boutons, vous dites, ah ben c'est plus un t-shirt, il y a des boutons. Est-ce que réellement ça s'ouvre? Vous voyez, c'est vraiment toutes ces précautions, elles sont importantes, non seulement pour trouver la nomenclature, et ensuite, elles resteront aussi importantes dans les règles d'origine également, parce que quand il y a des matières, les règles d'origine aussi, elles mettent en évidence des choses dont vous aurez besoin. Donc, la visite chez le fournisseur, parfois, surtout pour la chaussure, l'acheteur qui vous donne exactement bien les données, pas du vide, des choses claires, des fiches techniques, des demandes de RTC à envoyer avec la fiche technique ou éventuellement une vidéo. Là, vous avez une protection. Surtout, alors on va peut-être terminer là-dessus, avec cette histoire d'induction qui est toujours compliquée. Vous avez des blousons qui sont comme un simili-cuir. Moi, j'avais un acheteur à l'époque qui plaçait son produit dans le 62 avec 12% de droits de douane. Et puis un jour, j'ai dit, écoute, donne-moi un petit peu ton blouson, on va regarder tout ça. D'ailleurs, donc j'ai commencé à couper dedans, j'ai commencé à décortiquer, je voyais que le polyuréthane, il s'en allait tout seul. J'ai été rechercher un petit peu les explications de l'induction. Alors, est-ce que c'est visible à l'œil nu, pas visible à l'œil nu, est-ce que c'est collé, etc. Donc tout ça, il faut bien le décrire. Et puis, j'avais fait un RTC, et ben, il était bien content, l'acheteur, parce que le RTC, il est revenu et son produit, il est parti classé dans le chapitre 39 qui vous explique justement ce que c'est que l'induction. Et dans le chapitre 39, c'est le taux de droit de douane, ils étaient à 6,5 au lieu de 12. C'est quand même une sacrée économie, quoi. Donc là aussi, on a fait des RTC, on a été protégé pendant 3 ans, on travaille toujours avec ces fournisseurs-là. Toujours dans le même rouleau de matière, et le jour où le fournisseur changeait de rouleau de matière pour concevoir le produit, on refaisait un RTC quand il y avait tout. Parce que l'induction alvéolaire, non alvéolaire, visible à l'œil nu, etc., bon courage, hein, c'est pas facile. Moi, c'est une question personnelle. Qu'est-ce que l'induction, du coup, puisqu'on n'a pas rejoint. Mais c'est ce que tu disais, il faut revenir. Alors, l'induction, je vais vous lire exactement. Alors, je l'avais noté. Alors, attends, regarde s'il y a d'autres questions. Où est-ce qu'on l'avait mis, cette histoire, l'induction? Alors, l'induction, donc c'est un traitement de surface qui consiste à appliquer un revêtement généralement liquide, laque, peinture, huile, etc., sur un substrat, papier, textile, film, plastique, métal, souvent sur des produits simili, blousons, cuir, peut être visible à l'œil nu ou pas.
Ça peut aller donc dans les vêtements de bonneterie, mais là, attention, si c'est dans les vêtements de bonneterie, il faut qu'ils soient cousus il faut qu'ils soient fabriqués avec de l'induction, des matières qui appartiennent au chapitre 59. Et là, vous savez tous, ceux qui ont l'habitude de classer, que dans ces cas-là, vous avez une nomenclature dans le chapitre 62 qui vous dit les articles de l'induction pour garçon, c'est ça, les articles pour la fille de l'induction, c'est ça. Mais avant d'arriver à ça, vous devez d'abord essayer de classer votre blouson, si c'est un blouson pour garçon ou un blouson pour fille. Et quand vous avez la nomenclature, par exemple, si je dis, je sais pas moi, 6102, vous allez voir dans la position de l'induction du chapitre 61, s'il fait bien partie, votre nomenclature de toutes ces nomenclatures qui font partie du 61, je ne sais plus combien, de l'induction 11, je crois, je ne sais plus. Par contre, si c'est pas de la bonneterie conçue avec des matières du chapitre 59, ben là, vous vous dites, bah tiens, je vais peut-être aller voir dans le 39. Et s'il y a doute, RTC. Voilà. C'est vraiment une sorte de doublure en bonneterie. Au-dessus, vous avez souvent d'ailleurs, moi, j'arrive à le décoller. Et puis quand je le décolle, je prends mon doigt et puis je fonce au-dessus pour faire comme des petits ballons. Bon, ben là, ça peut être du chapitre 59, vous voyez. Bon, voilà. Bon, je vois l'heure qui tourne. Il nous reste 2 minutes pour tenir le timing. Allez, on va y arriver. Donc, c'est le bon moment pour vous parler de Okie Duty. Okie Duty qui est la solution douanière nouvelle génération qui est co-développée donc par Customs Bridge et par Sogет. Donc, c'est une solution qui a été conçue pour faciliter toutes vos démarches douanières. Donc, ça fait plusieurs choses, de l'attribution du bon code douanier jusqu'à la télédéclaration, en passant par l'audit douanier et la veille réglementaire. Tout ça agrémenté d'intelligence artificielle pour évidemment vous proposer une meilleure efficacité et surtout un grand gain de temps. Donc, on n'a malheureusement pas le temps aujourd'hui de vous faire une démonstration, mais jeudi prochain, donc jeudi 19, je crois, à 14h, il y a une démonstration qui est réalisée par Lisa ou Manu chez nous, donc, qui vont pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités et toute la puissance de l'outil. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Manu a dû ou va vous mettre un lien dans le chat. Et ce qui est vraiment cool avec cette solution, c'est que c'est freemium, donc c'est-à-dire que vous pouvez tester gratuitement en vous créant un compte. Une fois de plus, Manu va vous mettre le lien. Vous créez un compte sur ce lien-là pour pouvoir découvrir, faire d'ailleurs quelques classements dont on vous a parlé aujourd'hui ou même certains de vos produits. N'hésitez pas, découvrez l'application, regardez les démonstrations. Vous avez aussi des petites vidéos tutoriels pour vous aider à l'utiliser et à découvrir un petit peu toute cette puissance de l'intelligence artificielle au service de la douane. En tout cas, nous, on est heureuse de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. On espère que voilà, ça sera bénéfique. On espère que ça a été clair, que ça va vous aider pour vos prochains classements. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un prochain webinaire à propos du classement de vêtements spécifiques, à nous mettre en commentaire, en chat. Et si vous avez d'autres questions, on est encore là quelques minutes pour y répondre. Dans tous les cas, vous recevrez demain ou lundi le replay du webinaire ainsi que le livre blanc. C'est 50 pages de pur bonheur de la douane et de la classification qu'on a mis beaucoup de temps à préparer pour vous. Donc, n'hésitez pas à lire et de le mettre en lecture de chevet. Et revenir vers nous si éventuellement il y a quelque chose qui vous chagrine. Exactement. Par contre, attention, donc tout ça, c'est bien de la sensibilisation. Tout à fait. Je ne vais pas dire presque de la formation, non. Mais ça permet quand même de réfléchir et si dans votre service, ça nécessite des formations, sachez qu'il y a des formations qui existent, pour ne pas les citer, l'Audace par exemple, qui est reconnue par les douanes depuis la nuit des temps, qui fait de très bonnes formations sur les produits de l'habillement et sur d'autres produits. Mais ce support-là, le livre blanc, doit vous permettre justement à vous dire oui, j'ai besoin d'un complément ou pas. Est-ce qu'on a des questions? Sur le chat, non. Pas sur le chat. Voilà. Et s'il n'y a plus de questions, bon appétit. Je crois qu'il va être midi, non? Il est midi 2. Midi 2. Parfait timing. Parfait.